Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, chargé du secteur du livre. Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre et des départements et les directeurs de cabinet des départements ministériels. Mesdames et messieurs les directeurs des services centraux rattachés et personnalités de l'éducation, de la culture et de l'enseignement supérieur. Monsieur le directeur de EDIS SARL. Mesdames et messieurs les représentants de l'Organisation malienne des éditeurs du livre. Mesdames et messieurs les auteurs des thèses ici présentées. Mesdames et messieurs distingués invités. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, je voudrais saluer tout d'abord la maison d'édition EDIS et avec elle l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre pour l'honneur qu'elle me fait de venir nous présenter, malgré le ramadan, les échantillons de 65 thèses de leurs auteurs et leurs auteurs. Saluer EDIS Eras pour la démarche entreprise, celle ayant consisté à associer le département de tutelle du livre, le ministère en charge de la culture. Associé à ces salutations, Monsieur le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, pour son engagement personnel aux côtés de l'éditeur pour organiser cette cérémonie depuis 2 mois qui n'ont pu se tenir à raison de nos agendas respectivement très chargés. Revenir sur le programme éditorial dans lequel s'insère l'accompagnement du Premier ministre en rappelant la symbolique et l'objectif visé. Rappeler que le gouvernement du Mali est engagé dans une politique de développement de l'industrie du livre, dont l'un des principaux chantiers est l'élaboration du document de politique nationale du livre et de la lecture. L'une des actions phares de cette politique est la réalisation d'unités documentaires, dont une bibliothèque universitaire centrale, dont j'ai déposé moi-même la première pierre depuis septembre 2020. Mesdames et messieurs, la recherche scientifique, dont la finalité devrait être sa vulgarisation au bénéfice de tous les citoyens, doit aussi être soutenue. En raison du peu de moyens dont disposent les éditions et les structures en charge de la recherche, l'action des gouvernants devrait être de montrer l'exemple en accompagnant les initiatives telles que celles qui nous réunissent cet après-midi, qui contribuent grandement à enrichir le parc national du livre. Et aussi féliciter les auteurs d'avoir accepté de participer au programme qui concerne 65 des 98 thèses éditées. Saluer aussi les auteurs des thèses additives qui ont accepté de prendre en charge les frais d'impression et de transport de leurs thèses. Le meilleur investissement, comme on le sait, est celui que l'on fait dans le savoir. Saluer le caractère pluridisciplinaire et transdisciplinaire des ouvrages issus du programme. Saluer l'originalité et la pertinence des thèmes abordés et des différentes thèses. Saluer aussi la maison d'édition et toute l'équipe éditoriale pour avoir relevé le défi, réussi le pari n'étant pas gagné d'avance, qui n'était pas gagné d'avance. Saluer la maison d'édition et les auteurs pour la promesse de doter les unités documentaires publiques et bibliothèques des institutions et les bibliothèques des institutions de la République et des départements ministériels en exemplaires de ces ouvrages. Encourager d'autres à rejoindre le programme et assurer que des efforts sont en cours pour favoriser l'émergence d'universitaires généreux et en production scientifique. Évoquer la création des presses universitaires du Mali, prévue dans le plan d'action de la politique nationale du livre sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur. La création des presses universitaires, d'encourager d'autres à rejoindre le programme et assurer que des efforts sont en cours pour favoriser l'émergence d'universitaires généreux et production scientifique. Évoquer la création des presses universitaires du Mali dans le plan d'action de la politique du livre sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur.
La création des presses universitaires permettra au Mali de se doter d'un outil indispensable pour l'émergence d'un environnement scientifique à même de compétir avec les autres sur le plan international. Il s'agit en définitive, mesdames et messieurs, de faire du livre un outil de développement économique, social et culturel, en plus d'être un support au service des scientifiques. Rendre hommage, prendre bonne note du souhait de l'éditeur de présenter les thèses au président Assimi Goïta. Je vais me rendre chez lui tout de suite, je lui ferai part de votre sollicitation. Mesdames et messieurs, vous savez, quand nous sommes venus ici, qu'on nous a parlé de l'éditeur Edis, nous avons été traversés par plusieurs sentiments. Le premier, c'est que ma conviction, c'est que l'un des problèmes que nous avons en Afrique, nous ne valorisons pas l'intellect et la recherche. Ça fait partie des raisons de notre État. Moi, j'en suis convaincu parce que je suis, peut-être actuellement non, mais je suis un chercheur. Je me rappelle en 1981-82, en ce moment, pour ceux qui se rappelaient, quand on veut téléphoner, même à Ségou, on fait pratiquement une journée. Quant au nord, il n'y avait que les RAC et les commandants de sec et les gouverneurs. Et donc, dès la fin de mes études d'ingénieur de télécom, comme dans notre université, c'était la pratique, on résout un problème concret qui est posé. Moi, j'ai pris comme thème, thèse de fin d'études, comment désenclaver Mopti, Tombouctou, Gao, qui datait de Gao à ce moment. Il y avait deux voies scientifiquement. Soit on fait les faisceaux hertziens, c'est ce que j'avais étudié. On fait les communications par satellite, c'est ce que j'avais étudié aussi. On a fait tous les calculs, ce que ça peut coûter, comment il faut le faire. Quand je suis rentré en 82 avec cette thèse, on me prenait pour quelqu'un qui rêvait. Parce que ici, pour les gens, vraiment ça ne les intéressait pas beaucoup, quoi. Les gens étaient très préoccupés par le quotidien. J'étais ensuite faire ma thèse de doctorat dans une spécialité précise. Mon professeur m'a dit clairement qu'il y a une question qui a été résolue par les Américains et les Japonais. Il veut les résoudre aussi en Union soviétique. Et on le lui a confié. Donc il m'a pris pour régler, trouver une solution dans les 5 ans. Quand je suis rentré en 88, j'ai fait le service national des jeunes. Et en 1993-94, ce qui apparaissait comme un rêve en 81, on a effectivement désenclavé Kida, Gao, Tombouctou, Mopti, tout par satellite. C'est-à-dire à cause de l'insécurité, on n'a plus fait les faisceaux hertziens, mais l'une des variantes a été appliquée. C'est quoi? C'est que quand vous appelez quelqu'un à Gao aujourd'hui, les gens ne savent pas. Vous dites allô, mais vous ne savez pas le parcours que le signal fait. De votre téléphone, il se transforme en signal qui va dans les appareils de sautellement Orange, qui l'oriente à Suleiman Bougou, où il prend le câble. De là-bas, il va jusqu'au satellite géostationnaire, qui est à 36 000 km de la Terre. 36 000. Il fait les transformations nécessaires. Il redescend 36 000 km encore. En fonction de l'indicatif du pays, il arrose toute la planète. 223, c'est le Mali. Donc, à cause de cet indicatif-là, il est orienté sur là où il y a l'abonné. S'il est à Labezanga, il va à Labezanga. De Labezanga, là-bas, le signal rentre dans le système, ça revient à Orange ou Sautelma, ça refait le même chemin. Donc, au moins 100 000 km², en moins de quelques fractions de secondes. Mais l'organisme humain est fait de telle sorte que l'homme ne sent pas, l'oreille ne peut pas réagir. Donc, vous avez l'impression que c'est immédiat. Mais vous regardez souvent, quand vous téléphonez à quelqu'un qui est très loin, les échos font que vous entendez un peu en retard. Chacun a vécu ça dans sa vie. Sinon, en temps normal, tout va à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Donc l'organisme humain ne peut pas sentir. C'est comme quand vous faites, ceux qui ont fait le stroboscope en physique, là, quand vous faites les trous dans quelque chose, quand ça tourne, plus ça tourne vite, à un moment, vous avez l'impression qu'il y a un seul trait noir. Vous ne constatez plus les trous là. Parce que les yeux ne peuvent plus faire la différence. Donc, quand on a réalisé ça en 1993-94, bon, ceux qui pensaient que j'étais un rêveur en 1981, bon, je n'ai pas eu le temps, je n'ai même pas pensé les rechercher pour discuter avec eux.
Mais j'ai gardé la thèse là qui est avec moi jusqu'à présent en russe. Mais le constat, c'est que si c'était dans un autre pays européen, l'esprit que j'avais quand je le faisais, moi j'ai pris ma thèse, je pensais qu'en descendant à Bamako, tout de suite je vais être félicité pour n'avoir pas oublié le pays. On va m'envoyer sur le directeur des télécommunications. Avec toute la considération, on va commencer à voir comment on peut réaliser. Bon, mais un petit fils de paysan qui vient comme ça, là, il pose sa thèse, c'était en russe. Vraiment, personne n'a accordé une importance. Mais lorsque 13 ans après, des sociétés privées occidentales ont décidé de vendre leurs produits, bon, les partenaires au développement, comme on dit, nous ont donné les fonds pour acheter, mais à condition d'acheter chez eux. Vous savez, c'était comme ça, tout le monde fait la même chose. Les Chinois, les Français, ils critiquent les Chinois, mais tout le monde fait la même chose. On vous donne l'argent, on vous dit la condition, vous achetez avec nos entreprises. Bon, tout le monde fait la même chose. Donc, ça m'a convaincu que chez nous, on ne donne pas de la valeur à l'intellect. Et c'est l'intellect qui fait, et la recherche qui fait la différence entre les pays. Vous allez remarquer, dans n'importe quel pays européen où vous partez, ils ont forcément une académie scientifique. Ce n'est pas le mot académie comme chez nous, là, on a pris en France. Par académie, on entend une administration. Non, non, non. C'est vraiment des scientifiques, des chercheurs, c'est eux la référence. Chez nous, ils n'ont pas beaucoup d'importance. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. La deuxième chose, quand vous faites quelque chose d'important, il y a quelques-uns qui lisent. Souvent, des gens disent que pour bien cacher quelque chose à un Africain, tu le mets dans un livre. Vous savez, quand je suis sorti du gouvernement en juin 2016, bon, ça dépend. Certains se consacrent à beaucoup de choses. Moi, je me suis consacré à réaliser quelque chose dont j'ai rêvé il y a longtemps. Avec un ami, le professeur Issaka Singari, c'est d'écrire un livre sur la problématique de la rébellion au Nord. On a écrit pendant 4 ans. Moi, je prenais mon billet, je partais en France, il y a la grande bibliothèque, je cherchais des livres que les explorateurs et les militaires français ont écrits. Il y a des livres qui n'existent plus, on les trouve juste sur Internet sous forme numérique. Et on est allé à 1878, au moment de la conquête. C'est pourquoi la plupart des groupes ethniques, d'ailleurs, moi je les ai connus à travers ces choses, parce que les Européens écrivent tout. Chaque fois qu'ils conquièrent un lieu, ils écrivent comment ils l'ont fait. On connaît même le caractère des populations, ceux qui sont facilement manipulables, ceux qui acceptent vite les trahisons. Je vous donne le cas de quelqu'un. On lui a dit que c'est son frère qui l'empêche d'être président, d'être chef de village. On a comploté avec lui, il a été assassiné, son frère. Il est venu rendre compte aux Blancs qu'il l'a tué et il l'a enterré si loin que personne ne le verra. Quand les Blancs ont su maintenant qu'il n'y a plus de chef, dès qu'il a tourné le dos, on l'a fusillé. Et sa communauté est restée sans chef. Donc, comme des moutons dans la nature. Donc, pour les capturer et les soumettre, ça a été très facile. Moi, je connais cette communauté-là, au Mali. Il y a des communautés qui sont très complexées quand ils voient un Blanc. Il y a des communautés qui sont réfractaires à la soumission. Du 22 septembre 1878 à Saboussiri jusqu'au 20 juin 1916, pendant 38 ans, chaque fois que les militaires conquièrent une zone, ils écrivent qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont constaté, qui étaient les gens. Moi, j'ai fait 2 ans à lire uniquement ça. Bon, bien sûr, quand il y a des marches de l'opposition, on vient là-dedans de temps en temps. Mais pour l'essentiel, chacun faisait ce qu'il cherchait. Moi, je sais ce que je voulais. Il fallait écrire quelque chose sur la rébellion pour démentir les thèses qu'on a inoculées chez les gens. Et je vous assure que récemment, j'étais dans un pays arabe. Quand j'ai donné une interview, les gens m'ont dit que c'est la première fois que nous entendons la version de l'État malien. Jusqu'ici, c'est les versions des autres. J'ai dit, c'est ça notre version. Et le monsieur de me dire qu'on leur avait dit que d'ailleurs, quand on veut parler à un Africain, il faut passer par un pays européen que vous connaissez. Sans eux, on ne peut pas parler aux Africains. Je leur ai dit qu'en tout cas, pour ce qui concerne le Mali, désormais, appelez directement le président ou nous-mêmes ou notre ministre des Affaires étrangères. Nous n'avons pas besoin de passer par quelqu'un. Bon, quand on a fait ce livre, comme je vous dis, le livre le plus ancien qu'on a consulté date de 1878. Le plus nouveau, c'est 2018. Donc après, c'est 120 ans.
Donc on a trouvé là-bas, par exemple, que, comme par un heureux hasard de circonstances, quand les Français ont décidé de reconquérir le Nord, on a envoyé un soldat qui s'appelait Damien Boité, qui est décédé. Et bien en 1893, quand les Français ont décidé de conquérir Tombouctou, à partir de Mopti, le soldat qui était parti s'appelait Boité aussi. Près de 120 ans. Ça, si ce n'est pas dans les livres, on ne peut pas le trouver. Et quand le livre est terminé, il y a un monsieur qui nous a dit que ce livre a fait plus de tort à ceux qui voulaient détruire le Mali que 1000 armées, parce que ce livre a délégitimé le combat. Donc moralement, il n'y a plus de support. Et ça, c'était la force morale. Les nations qui résistent là, les Vietnamiens résistent aux bombes et tout, les Russes à tout, c'est la force morale d'une nation. Ça, c'est les intellectuels qui le propagent, qui le rendent. Les nations, les groupes ethniques très réfractaires à la soumission, leur caractère, voir qu'est-ce qu'il faut prendre comme qualité chez tel ou tel groupe ethnique. Il y en a qui veulent faire la guerre. Vous remarquerez dans l'armée, il y a des zones où les enfants s'enrôlent comme militaires. Il y a des zones où ils préfèrent faire le commerce. Ils n'aiment pas la bagarre. Il y a des zones où si vous êtes trop conflicté là, on dit même que vous êtes fou, vous n'êtes pas normal. Bon, chaque communauté a son caractère de positif qu'il faut utiliser pour faire avancer la nation. Si vous voulez diriger le pays, vous ne pouvez pas si vous ne connaissez pas ça. Si vous n'avez que les données des journalistes, parce que la plupart des responsables politiques, ils sont au même niveau d'information que les journalistes. Ce qu'il y a dans la presse, le jour, les radios, c'est tout ce qu'il connaît. Lui-même, il ne connaît rien. Or, en réalité, normalement, lui, il veut être leader. Étant assis, comme on dit, il doit voir ce que les autres doivent monter sur l'étage pour voir. Mais tout ça, quand vous le mettez ensemble, qui le propage dans une nation? Ce sont les intellectuels, les chercheurs. Et ils ne sont pas valorisés dans notre pays. Je vous assure que quand on a fini ce livre, on n'a pas voulu l'éditer à l'extérieur parce que on craignait que ça puisse être appréhendé par des gens qui le prennent. C'est chez Edis qu'on a édité. Après l'édition, quand c'est sorti, un jour quelqu'un m'a abordé, venu de je ne sais où, qui me dit si je suis d'accord, il va acheter les droits d'auteur du livre. Et combien d'exemplaires on a édité? 1 million d'euros. Mais, quand j'ai consulté, à partir de ce moment, en réalité, le livre n'est plus pour nous. C'est-à-dire, si on vendait, on ne peut plus éditer. C'est-à-dire, ils allaient acheter tous les exemplaires, aller les broyer. Ça aussi, ça arrive avec les livres. Il y a des intellectuels auxquels on a fait ça. Leur livre a été entièrement acheté et broyé pour que les gens ne le lisent pas. Et lui, il ne peut plus l'éditer parce qu'il a vendu les droits à quelqu'un. Donc moi, j'ai dit que ce livre-là, moi, je ne l'ai pas écrit pour chercher de l'argent. Dieu merci, depuis que j'ai commencé mes activités, j'ai fait une spécialité, comme on dit, à très haute valeur ajoutée. On a des salaires mirobolants par rapport aux fonctionnaires. On ne le dit pas en général pour ne pas faire trop de jaloux. N'est-ce pas? Donc, on n'a aucun problème. J'ai dit non. Mon objectif, c'est de la connaissance, il faut que les Maliens comprennent pourquoi on se bat, pourquoi on doit gagner forcément cette guerre. Et on a demandé combien coûte le livre. Edis m'a conseillé le prix, que le vrai prix du livre, si on le donnait à tous les livres qui sont édités en Europe, on allait les vendre à 50-60 000 francs. Edis m'a dit les Maliens n'ont pas de pouvoir d'achat. À combien on a édité le livre même? On ne considère pas le travail intellectuel. On a vendu à 10 000 francs. Certains l'ont acheté, mais on les a prêtés juste pour ne plus le ramener. Parce que quand les gens prêtent un bon livre avec vous, ils comptent sur le fait que vous oubliez et puis ils ne ramènent plus. Et quand vous demandez, tout le monde a oublié qu'il a pris 6 mois après. Beaucoup font ça. Donc ce que je veux vous dire, j'ai été très sensible quand j'ai eu sa demande. Et je me suis dit qu'aussi longtemps qu'on va être à la décision, on fera ce qui est possible pour que vraiment l'intelligentsia, les intellectuels, les chercheurs soient dans des conditions minimales conformément aux moyens de l'État. Parce que si on ne fait pas ça, moi je suis très bien placé, je suis un ancien, le pays ne pourra jamais se développer.
Aujourd'hui, il y a les sanctions contre la Russie. Tout le monde sait qu'ils vont s'en sortir. Parce qu'ils ont un potentiel scientifique qui est tel que rien n'est impossible. Toute nation qui peut faire un avion, un sous-marin, ça veut dire qu'il peut tout faire. Donc, quel que soit l'embargo, ils vont trouver les solutions. Et ça, c'est les chercheurs, les intellectuels qui trouvent la réponse. Les hommes politiques prennent ça pour vulgariser, ils font leur meeting, ils parlent, mais en réalité, s'ils ne sont pas adossés à des connaissances bien solides, là, dans quelques années, on va les jeter des pots de bananes, ou bien les dire qu'ils parlent dans le vent. C'est pour cela que quelqu'un a dit que les Russes n'exportent que les armes, mais moi j'ai vu des statistiques où, à cause de l'embargo qu'on leur a imposé en 2014, les chercheurs se sont organisés pour leur agriculture sous les instructions du président. En 4 ans, ils exportent plus de matières agricoles en numéraire qu'en armes. Alors que quand j'étais là-bas avant, ils achetaient le blé avec l'Occident. Mais cette année, quand la Russie a dit qu'elle ne vend pas le blé, c'est des Africains qui prennent l'embargo contre leurs frères qui sont allés leur dire élevez l'embargo contre l'Europe. Tout le monde a des problèmes. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce sont les chercheurs et des politiques visionnaires. Si un politique n'est pas visionnaire, ce n'est pas la peine. Il n'a qu'à aller vraiment cultiver son champ et puis s'il ne voit pas plus loin que les autres. Et les chercheurs, les intellectuels doivent être au centre d'une politique à long terme. Tous ceux qui ne le comprennent pas n'ont rien compris du rôle dans l'action politique et des liens qu'il y a avec les gens. Je voudrais donc vraiment vous remercier. Je voudrais vous remercier et déclarer que la séance d'aujourd'hui est ouverte. Merci bien.